C'est pour moi un vrai défi de passer après le professeur Roda, qui a été particulièrement brillant et éloquent dans son intervention. Je vais essayer de faire de même et prendre effectivement une thématique qui est aussi très sérieuse, avec humour, essayer de coupler la notion de justice et celle des super-héros. Alors attendez, je vais essayer de faire partir le diaporama. Voilà, juste pour avoir le plan. Ouais, c'est là. Bon, de façon préliminaire, je remercie l'Université de Strasbourg et l'association Média Droit de m'accueillir, de m'avoir invité à participer à cette manifestation. Je remercie très chaleureusement Madame Meurbricker et Yann Bazir, parce que c'est eux qui, du moins Yann, qui m'a proposé d'intervenir et j'en suis ravie. Alors je dis c'est un défi, un double défi pour moi parce que je suis pas au départ fascinée par l'univers des super-héros et pourtant j'ai fait ma culture pas en accéléré parce que j'ai été fascinée par Daredevil. Et notamment la série, c'est la raison pour laquelle j'ai limité mon intervention à Daredevil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on traite de la justice, essayer d'analyser la pensée de Daredevil au regard de la notion de justice, ça devient encore une fois un véritable défi et un questionnement perpétuel. En tout cas, j'ai beaucoup appris. C'est déjà pas mal. Et je vais essayer, là encore une fois, de faire bref. Mais ça va être compliqué. Sinon, je vais parler très très vite. Donc voilà. Alors, pour partir, la justice est un principe philosophique, juridique et moral, au regard duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en considération de leur mérite. Alors, ce mérite est évalué par rapport à la règle de droit, la morale ou la vertu, ou d'autres normes de comportement. Le principe de la justice est un principe à portée universelle, sauf que le juste varie pourtant en fonction de facteurs culturels. Et on va dire que le juste va se gagner à la force du poignet. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est d'ailleurs ce que nous montre Jean Carbonnier dans son ouvrage célèbre Flexible droit, puisqu'il termine son ouvrage par un codicile du juste et de l'injuste, où il nous dit que le juste, finalement, c'est une conquête à renouveler sans trêve, peut-être même avec plus dynamiquement encore une permanente révolte contre l'injustice. Peu importe le contenu qui change le long des siècles d'un pays à l'autre, ce qui ne change pas, c'est la lutte, l'effort, l'arraché. Les justes ne sont pas ceux qui possèdent la justice, ce sont ceux qui en ont faim et soif, et fait référence à la 4e béatitude, qui nous dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils en seront rassasiés. Alors, on voit bien que dans l'idée de justice, il y a une idée de morale, de vertu et une idée religieuse. Et d'ailleurs, la notion de juste et d'injuste ne renvoie pas nécessairement au bien et au mal. C'est deux antagonismes qui sont complètement découplés. Et notamment chez les super-héros, certains ont une vision très manichéenne, voire assez naïve de la justice, un peu comme Daredevil, et d'autres sont dans la confusion totale entre le bien et le mal. C'est pas leur problème. On va le voir pour Batman, on est au-dessus de ça. Mais ce questionnement est toujours couplé à un autre questionnement. À l'antagonisme du juste et de l'injuste, eh bien, se rajoute celui d'avoir le droit ou de ne pas agir dans un sens déterminé. Est-ce que je peux ou pas agir ? Ce qui veut dire que de manière générale, on va distinguer la justice en son sens moral, c'est la légitimité de l'action, et de la justice dans son sens juridique, et on parle alors de l'égalité. Ce qui différencie le super-héros de l'être humain ordinaire, puisque le citoyen au sein de l'État va superposer droit et justice, alors que pour les super-héros, la justice va être supérieure au droit et va permettre d'écarter le droit chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire chaque fois que le droit ne permet pas de reconnaître la justice. La justice est alors synonyme d'équité et relève de ce qu'on appelle la justice privée, c'est pour ça que l'on parle de justicier. Alors, du coup, je vais envisager 3 idées, on va dire, dans cette présentation. La première, la justice qui relève de l'État, pas de justice sans État. La deuxième, c'est la justice qui relèverait de l'équité, la justice équitable. Et la troisième, qui apparaît vraiment chez Daredevil et chez Batman, c'est la justice comme élément de citoyenneté, une justice citoyenne. Alors, pas de justice sans État.
On va dire effectivement que depuis la Rome antique, la justice procède d'une réalité pratique, puisqu'on va faire apparaître la norme, le droit, et donc sans État, il n'y a pas de loi à l'exception des lois de la nature. Mais est-ce qu'on ne doit pas distinguer ce qui est de l'ordre du fait naturel de ce qui est de l'ordre du droit? Ce qui est juste, c'est ce qui est prévu par la règle de droit, et Daredevil, d'ailleurs, en est la parfaite illustration, puisqu'il ne peut accepter que l'ordre, le seul ordre qui règne dans sa ville, dans Hell's Kitchen, soit celui des délinquants, des mafieux, de la rue. Et en fait, il exerce la profession d'avocat le jour, on va y revenir, et la seule justice qu'il valorise est celle définie par les lois de l'État, c'est la justice du droit positif. Les références à l'État sont nombreuses chez les super-héros. Alors déjà, de par leur costume, Superman ainsi que Captain America, ils vont arborer les couleurs de l'État américain. Chez Daredevil, c'est beaucoup plus subtil, puisque c'est le héros aveugle, en fait. C'est le justicier aveugle, le diable rouge. Et il a un masque. Le masque du héros aveugle nous renvoie au bandeau posé sur les yeux de Thémis, qui est la déesse impartiale de la justice. Et alors, Thémis, on l'aperçoit sur cet fronton des palais de justice, et Thémis arbore les couleurs de la justice, le blanc, le rouge, enfin le pourpre et le noir. Et Daredevil porte ces couleurs, ce qui veut dire qu'il y a une parfaite... Enfin, il y a presque une confusion entre Daredevil et Thémis, et je vous expliquerai aussi pourquoi par la suite. Sauf que la justice de Thémis n'est pas celle des hommes. En fait, elle est divine. On voit par là l'origine religieuse de la justice. Les dieux ne rendent pas justice, mais ils frappent ceux qui ont introduit le chaos dans l'ordre de l'univers. Et la première fonction de la justice divine est ainsi d'empêcher la démesure. Or, en fait, les hommes n'y ont pas leur place dans cette justice. Les hommes doivent rester à leur place. La justice des hommes, c'est la justice de l'État. Et ce sont les lois qui ont pour but de compenser les inégalités naturelles pour permettre une égalité des individus. Les super-héros peuvent ainsi être l'incarnation de la loi de l'État, puisqu'ils volent au secours des plus faibles. Et ça, on le voit bien chez Daredevil et chez Batman. En fait, ils veulent rétablir cet ordre juste. D'ailleurs, ces héros ne se font jamais justice. Ils rendent la justice au nom de l'intérêt général. En fait, il y a peu d'idées de vengeance. En tout cas, la vengeance est dépassée par l'intérêt général. Et on le voit très bien dans Batman, puisque Rachel, qui est son amie de jeunesse, sa petite amie, dans un face-à-face au début du Batman Begins de Nolan, en fait, dit bien à Bruce Wayne, en fait, la justice, c'est l'équilibre. La vengeance, c'est juste un défoulement. Et cette prise de conscience va modifier la trajectoire de Bruce Wayne dans le film, puisque ça va le transformer en Batman. Si au départ, la création de Batman s'explique par le désir de venger la mort de ses parents, la justification de ses actes par la suite va relever de l'intérêt général. Pourquoi ? Parce que Batman, c'est un aristocrate, et en fait, il se comporte un petit peu comme un seigneur sur ses terres, et il va protéger ses sujets. Et donc, l'idée d'être hors la loi, dans la mesure où il va protéger ses sujets, est une idée qui lui est complètement étrangère. Et progressivement, il devient Batman. Bruce Wayne n'est plus qu'une image, c'est celle qu'il rend à la société, parce qu'en fait, il ne veut pas qu'on connaisse son identité, et donc c'est un playboy, un dandy, mais ce n'est plus lui. Progressivement, ce n'est que son image, et Batman, c'est sa véritable identité. Pour Daredevil, on est à peu près dans le même processus. Il est avocat le jour en référence au souhait de son père, parce qu'il y a toujours un traumatisme en fait. Donc son père était boxeur, il lui a appris à encaisser les coups, au sens propre et figuré d'ailleurs, pour rester digne et fidèle à ses valeurs, mais son père ne voulait pas qu'il soit boxeur, voulait qu'il fasse des études, qu'il soit brillant. Et donc Matt Murdock est un personnage qui est sans peur, il est téméraire, et il n'a pas peur d'encaisser les coups, il n'a pas peur d'avoir mal. Et il va s'identifier pleinement à Daredevil au fur et à mesure de ses aventures, et notamment dans la série, puisque l'avocat va laisser place au justicier. Mais par la force des choses, il se bat la nuit, il est quand même psychologiquement, physiquement touché. Le jour, il pense ses blessures, il va de moins en moins souvent au cabinet, ce qui est logique. Et en fait, peu à peu, Daredevil prend le dessus sur Matt Murdock, sur l'avocat.
il se sert de son métier d'avocat pour être informé de ce qui se passe dans la ville, et il se sert de son métier pour essayer de rétablir la justice avec les moyens de l'avocat. Et il utilise son costume pour rétablir la justice lorsque son métier ne lui permet pas d'aller aussi loin. Alors, même chez les super-héros, la justice reste prioritairement une question de l'égalité étatique. Pour autant, dans les faits, on va voir que, effectivement, il y a toujours l'image de l'État, le modèle de l'État qui est très présent chez les super-héros. De façon générale, les super-héros incarnent le modèle américain de la justice, ce qui n'est pas un modèle universel. Et les super-héros ne sont pas apparus par hasard, que ce soit dans les comics ou après à l'écran. Ils sont apparus finalement pour essayer de combattre avec l'État les maux de la société. Ils sont apparus lorsque les États-Unis sont rentrés dans le conflit en guerre avec le Japon. Et on voit d'ailleurs, dans le cas du deuxième conflit mondial, Captain America qui essaye de combattre Hitler, de la même façon Wonder Woman qui exalte le rôle des femmes à l'arrière du front. Donc il y a vraiment un parallèle qui est fait entre les super-héros et l'État tout le temps, et il y a une incarnation de l'État volontaire. Et on le voit aussi par la suite, parce qu'il y a eu quand même une longue interruption, vu que les super-héros ont été globalement censurés par l'industrie par les politiques américains jusqu'aux années 80, parce qu'ils étaient jugés trop violents. Et quand ils sont apparus avec les nouveaux maux de la société américaine. L'escalade de la guerre froide, la peur de la menace nucléaire, mais aussi le terrorisme islamiste. En fait, ils sont apparus également pour lutter contre ces nouveaux maux de la société. Et d'ailleurs, quand on regarde le Batman de Nolan, Batman Begins, eh bien, son ennemi, qui était aussi son maître à penser, Ra's al Ghul, semble inspiré de Oussama Ben Laden, et c'est l'aveu du co-scénariste. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le super-héros est à la fois la hantise et l'instrument d'un libéralisme. Il met en relief ce qui fragilise l'État, ou du moins ce qu'il incarne. Il montre quels sont les ressorts et les leviers structurels de l'État, d'un État qui va se privatiser. Il subit les effets de la mondialisation. Et pour reprendre notre questionnement de Daredevil par rapport au lien entre la justice et l'État, que je trouve assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans la série Daredevil, Matt Murdock se pose une question cruciale, parce qu'il dit, mais est-ce que finalement les super méchants, et notamment le Punisher, ne sont pas simplement là parce que moi j'existe, parce qu'il existe des super-héros? Donc en gros, est-ce qu'un État super puissant ne fabrique pas ses terroristes? Et donc, le parallèle est assez rapidement fait, puisqu'à un moment donné, il ne veut plus combattre, il a envie de s'arrêter, parce qu'il pense que c'est son action à lui de super-héros qui va faire apparaître des super-méchants. Alors, donc ça c'était la première idée, la justice est une justice d'État. Deuxième idée, c'est l'équité individuelle. La justice est une justice équitable. Alors, d'une part, ça on le constate, les lois ne procèdent pas toutes d'un idéal de justice. Ce que l'on perçoit encore très bien chez Daredevil, lorsqu'il s'oppose à Wilson Fisk, qui agit de façon mafieuse, dans un cadre légal, avec le soutien des politiques, de la police, du législateur, ou lorsque Matt Murdock va s'opposer en tant qu'avocat, mais après avec Daredevil, mais surtout là comme avocat, au procureur Reyes, qui par ambition personnelle ne va pas hésiter à sacrifier les citoyens, et d'ailleurs à sacrifier la famille du Punisher, d'où l'apparition du Punisher chez Daredevil. Le bien et le mal ne se reconnaissent pas immédiatement. Ceux qui devraient défendre les citoyens et être du côté du bien, eh bien parfois, vont incarner le mal, c'est-à-dire que les policiers, les maires, le maire de la ville, les policiers, le procureur n'incarnent pas nécessairement cette idée de justice. Ainsi, lorsque la loi est moralement injuste, ça oblige les super-héros à réagir. Et la désobéissance civile est justifiée lorsque la loi devient inacceptable. C'est ce qu'on appelle la justice privée. Évidemment, ce sont des justiciers. Donc, on va exercer la loi ou un code moral particulier de manière individuelle, en dehors de toute procédure judiciaire légale. Quelqu'un qui agit de cette manière est donc un justicier, et il va penser que ses actions, les actions de l'autorité légale sont insuffisantes. C'est pour ça que lui, il va apporter un correctif. Et les super-héros ont pour vocation de protéger le reste de la population des criminels.
ça peut les amener à violer un certain nombre de lois. Et d'ailleurs, la police est méfiante à leur égard. Pourquoi ? Parce qu'elle les voit comme des concurrents, d'abord. Elle ne connaît pas leur identité. Et donc, on le voit bien, Daredevil ou même Batman vont essayer d'acquérir la confiance de la police. Daredevil, c'est au prix d'un marché, en disant « c'est toi qui te prévaux de l'arrestation, mais en même temps, tu me donnes des informations ». Donc, il y a un jeu qui se crée au fur et à mesure entre le sergent Mahoney et Daredevil pour que Daredevil ait au moins les faveurs de la police. Mais ce n'était pas gagné au départ. Les comportements du super-héros sont assez variés. Certains n'ont pas de comportement criminel, et d'ailleurs, ce n'est pas le but du super-héros d'être un criminel. Certains le sont, mais en tout cas, pour Daredevil et pour Batman, eh bien, ils n'ont pas pour ambition de tuer, et ils veulent remettre les super méchants aux autorités. Daredevil est dans la bande dessinée le justicier qui remet les criminels à la police. En fait, à l'écran, le personnage de Daredevil, en tout cas la série, plus que le film d'ailleurs, la série, à l'écran, le personnage de Daredevil est beaucoup plus tourmenté, il est sombre. Il n'hésite pas à laisser mourir les criminels lorsqu'il sait que ses super pouvoirs sensoriels lui disent qu'il n'y a pas de rédemption possible. Parce que c'est vraiment ça qui est important chez Daredevil, c'est la rédemption. En fait, il est persuadé de ne pas aller trop loin avec ses propres idées, avec sa propre idée du juste, dès lors qu'il note pas la vie de ses adversaires. Alors, c'est très ambigu, parce que quand il lance des projectiles du 4e étage sur la tête d'un de ses adversaires, on imagine bien, si vous voulez, que l'autre n'en ressort pas nécessairement dans de meilleures dispositions. De la même façon, dans tous les épisodes, vous entendez des os craqués du début jusqu'à la fin. Dans tous les combats, il a au moins cassé tous les membres de ses adversaires. Donc, il ne lui ôte pas la vie, mais ça tient vraiment un fil, soyons clairs. Alors, sauf que durant toute la série, il est complètement... il flirte tout le temps avec la ligne rouge, ce qui lui cause bien des tourments, et il ne se résout pas à en finir avec la mafia. C'est en ça que je dis qu'il est très naïf, parce que quand il arrive à traduire en justice Wilson Fisk, il espère qu'en prison, il va réfléchir à ses actes, et que Wilson Fisk va revenir dans l'idée du bien, enfin va revenir sur scène à sa sortie de prison, pour faire le bien autour de lui. Donc il croit que la prison a quand même une valeur morale et propose la rédemption du super-héros. Alors pour Batman, c'est pareil. Dans Batman Begins, il ne tue pas, mais là aussi, il est très ambigu. Parce que quand il abandonne Ra's al Ghul dans un véhicule sur le point de s'écraser, il sait très bien qu'a priori, il ne devrait pas en ressortir vivant. Soyons clairs. Donc, en fait, je tue pas. Voilà. Mais dans The Dark Knight, la question prend encore plus d'importance parce qu'il désapprouve tous les justiciers qui sont apparus à sa suite, parce qu'ils utilisent, contrairement à lui, des armes mortelles et avec l'idée de tuer de toute façon. Et dans son combat avec le Joker, en fait, il aurait capitulé s'il n'avait pas pu le neutraliser sans le tuer. Il y a quand même toujours cette idée de on va éviter d'aller jusqu'à la mort. L'idée de remettre, de ne pas être prédateur et de ne pas rechercher la mort chez le super-héros. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres personnages, comme le Punisher chez Daredevil, qui est un justicier ou un anti-héros très contrasté. Alors pourquoi je dis que ça peut être un justicier ? Parce qu'il a la même conception de la justice que Daredevil. Il veut punir les méchants lorsque la loi ne permet pas de les punir, et notamment lorsque l'État est impuissant et complètement défaillant. Et donc, dans l'un face-à-face, il y a eu 2 face-à-face assez forts entre Daredevil et le Punisher, où Daredevil va combattre, va affronter le Punisher, va essayer de le remettre à la justice, et en tant que Matt Murdock, il va d'ailleurs être l'avocat du Punisher, de Frank Castle. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que le Punisher, il est beaucoup plus radical. Dans l'action, tous les opposent. Le Punisher, c'est juste une projection empirique d'un Matt Murdock qui a un pied dans chaque rouage de la justice et qui veut s'empêcher de commettre l'irréparable. Mais à un moment donné, dans la série, il lui dit « Ok, je viens avec toi, je combats, et pour cette fois-ci, j'utiliserai tes méthodes. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. »
Et là, le Punisher dit « Attention, si tu fais ça, si tu franchis la ligne rouge, tu ne feras jamais marche arrière. » Et le Punisher n'accepte pas l'aide de Daredevil. Donc, ils ont la même conception de la justice, mais ils n'agissent pas de la même façon. Alors, enfin, l'État peut être défaillant dans l'application de ses lois, ou il peut être affaibli par la corruption. Et dans ces cas-là, c'est aux citoyens de réagir. Et d'ailleurs, c'est ce que font Batman et Daredevil, puisqu'ils incarnent cette vigilance face aux injustices quotidiennes de l'État, au sein de la ville corrompue de Gotham City ou de Hell's Kitchen. Et ce sont de véritables citoyens qui veulent rétablir la paix sociale dans la ville. Donc, l'État corrompu apparaît également, et c'est un des motifs d'action des super-héros. L'équité, le nécessaire correctif de la loi, et cette disposition individuelle permet d'adapter, de corriger, non pas l'effectivité, mais l'efficacité de la loi au nom d'une justice supérieure. Batman vise l'optimisation du juste, et donc, par excellence, c'est un homme équitable. Chez Daredevil, la réflexion ne porte pas de prime abord sur l'équité. Il s'en remet à la loi chaque fois qu'il le peut, sauf lorsqu'il estime que la loi ne permet pas de garantir la justice. L'équité, en sa forme de justice immanente, apparaît à ce moment-là, et en fait, Daredevil est l'incarnation parfaite de la déesse Thémis. Il veut faire triompher la vertu sur le vice avec ses propres règles. Il va s'imposer une hygiène de vie d'une grande rigueur. Il est seul. L'idée du juste fait que l'on est seul. On est seul parce qu'on refuse d'exposer les proches, on refuse d'exposer ses amis, on veut s'éloigner d'eux, on utilise ses sens pour déterminer quel est le meilleur moment propice à l'intervention. Et en fait, on évalue les effets collatéraux de son action. Donc Daredevil, il est vraiment seul, c'est un super-héros solitaire et presque divin, parce que, in fine, il s'en remet toujours à Dieu. Il ne s'en remet pas aux hommes. C'est vers Dieu qu'il va chercher le réconfort et qu'il va essayer d'expliquer ses tourments. Dernière partie qui est très rapide, je vous assure, même si je pense que le temps qui met 2 minutes, super, une page. Donc, la justice est aussi synonyme de citoyenneté. La capacité de ne pas obéir aveuglément, à être capable de discernement, nécessite une formation des individus. La référence à la citoyenneté est très présente chez Daredevil et chez Batman. Cette formation ne peut pas être assurée intégralement par la famille, et chez eux, c'est net, parce que les super-héros sont souvent orphelins, en situation traumatique, ce qui laisse à penser que l'État devrait avoir pour but de compenser cette insuffisance affective de la sphère familiale en pourvoyant à leur éducation. Mais en fait, et c'est là tout le paradoxe, c'est que l'État, ce ne sont pas des pupilles de la nation, l'État ne les aide pas en fait. Non, chez les super-héros, cette éducation est assurée par un maître à penser qui a développé leur capacité de combattant, et un maître à penser prédateur d'ailleurs, qui a développé leur capacité de combattant dans le respect de l'équité. Plus exactement, lorsqu'on se penche sur la construction de Daredevil et de Batman, leur éducation est le fruit d'influences concomitantes, aboutissant à cet objectif. Ils développent leur instinct de survie avec des maîtres à penser prédateurs, c'est Stick, Ra's al Ghul, alors Stick pour Daredevil, Ra's al Ghul pour Batman, mais dont l'influence est contrebalancée par la présence d'autres personnes, du majordome chez Batman, ou du prêtre chez Daredevil, ou même de Foggy, son associé, qui le remet toujours dans une forme d'équité et qui le ramène à la réalité concrète. En fait, les super-héros ont ainsi développé leur capacité à autoréguler leur comportement. En suivant leur modèle, on en arrive à ce que les lois perdent leur utilité, dans la mesure où le citoyen, de par son éducation, se comporte avec justice, sans la contrainte de la loi. Le super-héros est bien un personnage exemplaire. Ses super-pouvoirs lui permettent de se situer au-dessus des lois, sans craindre la punition, mais paradoxalement, il continue à obéir librement et à faire régner l'ordre et la justice. Je vous remercie.